Merci. Je dois avouer que par certains moments, j'étais un petit peu perdu, donc je me suis demandé si c'était mon italien, qui est quand même très insuffisant. Donc j'ai pris la traduction, parce que entre fasciste, antifasciste, la question me semble terrible. Terrible aussi peut-être parce que les artistes ont vécu une période dans laquelle le fascisme lui-même s'est tellement transformé. Le fascisme de l'Empire, le fascisme des lois raciales, le fascisme de 1920 ne sont pas exactement les mêmes. Et donc les variations politiques doivent certainement être prises en considération dans la catégorisation d'artistes donc fascistes ou compromis, vous avez employé le mot, je crois, compromis avec le fascisme. Alors je propose à tous les orateurs de cet après-midi, mais il va manquer des chaises, de venir pour que nous ayons une petite séance de questions. Donc l'ouverture de cette discussion, de ce débat va se faire avec M. Cocheval. J'ai vu les dessins de Klimt et je voulais avoir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ou est-ce qu'il y a une personne parmi les personnes qui sont ici qui peut me dire d'où vient cette obsession rythmique incroyable qui fait penser à Schiele, qui fait penser à Klimt, qui fait penser à une autre artiste aussi, qui est très peu connue, dont les dessins sont très peu connus, c'est Romain Brooks, dont les dessins qui datent de la guerre de 14 sont aussi très proches de ce goût hyper maniériste et complètement rythmique aussi de figures mises les uns côté des autres. Et surtout, il y a un autre personnage aussi qui est peu connu, dont la production est peu connue, et tout est conservé par le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, c'est les dessins de Eisenstein, qui datent des années 30 et qui très bizarrement ressemblent à des Wilt et ressemblent à des Romain Brooks. Comment ça se fait? Comment cette constellation est possible? C'est la question que je pose. Qui veut répondre? On pourrait peut-être même encore aller plus loin, peut-être penser à Mine, penser à bien d'autres... Ouais. Alors, c'est pas au président de séance de répondre. Non, c'est moi. Je donne la parole. Je transmets la parole. La cosa... provo a rispondere io. Alors, la cosa abbastanza sorprendente chose qui surprend au niveau de Wilt et de ses dessins, c'est qu'on n'a pas de preuves précédentes de ce type de qualité. C'est-à-dire, nous avons une maturation totalement, une maturité totalement claire, artificielle. C'est-à-dire que Wilt n'a pas du tout un grade de maturité scénique. C'est dans les dernières preuves que nous avons dans l'expo, mais c'est une autre typologie, c'était le grand dessin et tout ça. Quand on parle de ce Wilt-là, de cette typologie de travail, je pense qu'il a subi, en fin de compte, par des connaissances de tout à l'heure, mais des auteurs qui sont différents aussi. Bref, il a subi ce que j'appelle le filtrage, c'est-à-dire ce qui vient du Nord, ensuite passe par Milan, ce qui est vraiment filtré comme dans un entonnoir, et cette partie nordique de l'expérience nordique, c'est-à-dire vraiment, même peut-être de la Belgique, parce qu'on doit aussi y penser, la Belgique. Donc oui, tout ce qui descend comme une éponge vers filtré, est filtré par Milan, et donc Wilt est une sorte de distillé à ce point-là. Voilà. Et le dessin de Wilt est un dessin qui est symbolique, et donc qui est une allusion qui est ponctuelle et qui, selon moi, in un qualche modo come si dice contraddetto. J'aimerais y avoir une contradiction d'ailleurs, mais bon, selon moi, Wilt, à part quelques preuves qu'il a faites, eh bien, il commence à dessiner, il travaille tout à fait ainsi, c'est-à-dire que c'est un peu comme s'il reprenait l'idée de la minière de plomb, de tout ce qui est précis.
provenant du Nord. Un altro tema, et puis un autre thème aussi très décoratif d'une certaine manière, mais qui n'est jamais Art Nouveau, n'est jamais nulla di tutto quello che possiamo situare fra liberty, c'est-à-dire tout ce qui peut être situé dans les chefs-d'œuvre entre 1912 et 14 d'ailleurs, et tout ce qui est fait de façon ponctuelle. Donc voilà, oui, c'est une étude à faire parce qu'il n'y a jamais de source. No, non lo è nel senso non, che bien sûr, c'est-à-dire que bon... Nouveau, ma poco ci manca. Oui, diciamo, il en manque non peu, parce que si tu veux, c'est quello. pas de l'art nouveau, mais il manque peu pour que ce soit, on a Schiele, on a tous ces aspects, on a... Ma prima parlavo di una sorta di film, mais tu disais perché in un qualche modo lui non guarda d'une certaine manière, il ne regarde pas que Vienne, il regarde aussi Munich, l'or. Scusa, il fregio di Wagner. Wagner. Il fregio di Klimt, dentro se stesso, la cupola d'oro, cioè tout ce qui est la coupole d'or, l'emploi de l'or est très art nouveau, comme tu dis toi, comme tu le disais tout à l'heure. E della cosa va bene. Là, la sécession peut-être, mais oui, la chose intéressante c'est sto pensando a Brooks, sto pensando ad altri autori, d'autres aussi. Bon, parlavo prima di artificiosità, perché in realtà lui sembra prendere tutti questi semble mettre toutes ces stimulations ensemble e vengono letti in Italia elles sont considérées de façon différente. Parce que si on regarde vraiment ceux qui sont à Vienne, à Munich, à la Belgique, travaillent d'une autre façon, évidemment. Lui, non, parce qu'il va distiller tout ça, il va créer quelque chose d'unique, surtout dans les incisions, enfin aussi dans ces incisions. Et puis, c'est cet ensemble, c'est ce mélange un peu ambigu, un peu hors du temps, peut-être inopportun parfois, mais comment dire, ce n'est plus quelque chose de clair, c'est un peu l'ensemble des deux. Voilà. Et donc, quand on voit cet or, quand on voit cette idée, c'est vil. Et c'est très curieux. Aussi dans les incisions dont tu as parlé, la tête en question, la création, ce sont des choses folles et ce sont... je ne sais pas, c'est tellement important en fin de compte. Puis aussi autre chose, c'est-à-dire que Luca en a parlé. En Allemagne, c'est Klinger che passa attraverso Darmstadt, qui arrive en Italie, et cette dorure qui n'est pas vraiment de Vienne ou de Klimt, c'est plus à mon avis plus de là. Et Klinger, c'est quelqu'un qui doit être étudié comme modèle. Et puis, certes, vous avez raison quand vous disiez que Witt désigne déjà comme ça, on n'a pas vraiment un passage de croissance, mais Klinger vraiment pourrait être un point de référence. Et puis il y a un thème qu'aujourd'hui on n'a pas traité, c'est-à-dire le thème d'autres travaux de Klimt avec cette idée de ce drame bourgeois. Et d'un point de vue stylistique, on a différents exercices qui sont proposés. Bon, des exercices de style, en fait, plus que des dessins que Witt lui-même fait. Bon, bref, et en fin de compte, ce ne sont jamais ces dessins, des sculptures ou des belles sculptures, ce sont des dessins modestes, avec des dimensions modestes, mais elles sont autonomes. Ce sont des dessins autonomes. Et ça, c'est un autre thème très très curieux. Ces dessins de Witt qui n'est pas fait, ou bien ce qui reste de Witt, ces dessins, c'est pas fait pour l'officine du marbre, mais c'est fait totalement différent pour le style. Surtout quand il fait ce graphisme incroyable, ces corps qui s'abandonnent sur cette façon. Oui, tout à fait. Les stellines, les étoiles, et tout ça. Les grands dessins aussi, parce qu'on parle de la figure de Klinger. J'avais pas pensé, mais c'est une idée fantastique. C'est-à-dire qu'on a ce même rapport dimensionnel avec les personnages, surtout dans ces incisions de Klinger des années 80, 1880 et même avant d'ailleurs. C'est très très diffus dans l'Europe, attention. È vero che il ceto di Monaco, di Baviera è molto diffuso in tutta l'Europa. Très développé, très diffusé, très divulgué dans l'Europe entière, oui, tout à fait. Poi
naturalmente William Blake, les grands dessins que tu disais, dont tu as parlé, eh bien, on a la recherche de ces aspects de l'absolu qui sont retrouvés, qu'on retrouve dans des artistes disparates, que ce soit William Blake, avec ce grand exemple du monde moderne, jusqu'à la déposition allemande du 14e, 15e siècle. Ça, c'est oui, tout à fait, c'est très, très clintien. Bien. Le débat sur les origines du dessin de Wild, il y aurait la question évidemment également de la technique. Parce que là, il est peut-être encore plus délicat de trouver des modèles, si on veut jouer à ce jeu-là. Il me semble qu'il y a des prises de position techniques dans le dessin qui lui sont très, très, très personnelles. D'autres questions pour d'autres collègues et d'autres domaines, sujets qui ont été abordés? Je vous en prie. Les arts en Italie entre les 1900 et les 1940. Donc, je trouve qu'il a dit des choses très importantes sur ce qui s'est passé en Italie, c'est-à-dire sur le fascisme et les faits qui, disons, Mussolini, au moins, il n'a pas créé une art d'État comme en Allemagne. Et donc en Italie, même si les grands artistes, il était à Paris, il venait à Paris, ils ont arrivé à faire des grandes choses en Italie. C'est-à-dire, un exemple, c'est Marinetti. Alors Marinetti, il a créé le futurisme et avec ça, disons, l'avant-garde. Et après l'histoire, il l'a mis à côté pour le fascisme et tout ça. Mais en effet, c'est très bien de dire ça, qu'il n'y avait pas des impositions sur les artistes. Donc, ils avaient quand même, sauf quelqu'un, bien sûr, qui était fort contraire, mais ils étaient quand même la liberté pour exercer. Donc ça, c'est vraiment, je suis vraiment tout à fait d'accord. Je me réjouis de ce que je viens d'entendre, car c'est vraiment beaucoup de fois on entend qu'il y a eu des problèmes. Alors, oui, il donnait même de l'argent aux artistes. Bien sûr, il les faisait pour lui-même, pour avoir... bien sûr, mais il les faisait quand même. Alors, donc, moi, ce que je veux dire, c'est que je suis très contente d'écouter que quand même, je ne suis pas fasciste. Hein. Je suis tout à fait le contraire. Voilà, vous voyez. Parce qu'il y en a encore aujourd'hui. Oui, désormais, oui. Désormais, il faut dire oui. Mais oui, c'est désormais. Mais alors, quand même, je me réjouis pour ça. Car on reconnaît qu'il y avait en Italie, c'est ça, en Italie, pas en Russie avec le régime communiste, pas en Allemagne, voilà. Mais en Italie, on avait quand même gardé cet esprit de liberté. Donc, tout simplement. Merci d'exprimer ce point de vue qui me semble particulièrement intéressant et qui est au cœur de certaines des problématiques, et évidemment de la communication de M. Benzi, à qui je vais donner la parole pour vous répondre, mais je bout d'impatience de dire quand même quelque chose. Vous avez raison sur un point, l'assimilation qu'on a faite des arts totalitaires, hein, nazisme, Russie soviétique et fascisme est fausse.
Elle est fausse, absolument. Les régimes ne fonctionnent pas de la même manière. Le statut des arts, le statut des artistes, me semble-t-il, n'est pas le même dans tous ces pays. On n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes idéologies. C'est donc peut-être une catégorie, une fois de plus, trop englobante et qui ne restitue pas la vérité de l'art italien sous le fascisme. Parce que notre collègue a justement refusé de parler d'art fasciste. Et c'est très, très intéressant. Mais il me semble qu'il y a dans vos propos tout de même, je vais encore un peu provoquer mes amis italiens, un petit côté italiani brava gente. Mais noi siamo brava gente. Ah, si. Et qu'il y a du nécessité de réécrire l'histoire de l'art pendant la période fasciste, mais en essayant tout de même de réviser les mythes. Et le mythe des Italiani brava gente, c'était peut-être quand même pas aussi terrible qu'en Allemagne ou qu'en Russie, il faut quand même l'utiliser avec beaucoup de précaution. Mais vous m'excuserez d'accaparer la parole alors que c'est à M. Benzi de répondre. Non credo, spero di non avere dato l'impressione d'avoir donné l'impression de vouloir réécrire l'histoire pour donner une belle image. Non, pas du tout. J'ai voulu réécrire l'histoire pour donner une image vraie et documentée, attention, de façon philologique. Ce qui est le plus important. Ensuite, il y a le reste. Les considérations sont nombreuses. Je ne pense pas que Mussolini était particulièrement généreux. Non, il cherchait une pax augustea compte tenu con il calcagno e il bastone, enfin disons gardé avec la carotte et le bâton et en laissant le choix aux artistes et pas une liberté, attention, un choix aux artistes de laisser ce qu'ils voulaient faire et pas parce que comment dirais-je, ça oui c'est un caractère italien parce qu'en fait lui, disons en tant qu'intellectuel, parce que c'était un journaliste, il ne faut pas l'oublier, il naît comme journaliste, il connaissait très bien le système du journalisme italien, évidemment, qui est d'ailleurs encore aujourd'hui très actif. Et cette conception de l'intellectuel, c'est-à-dire qu'on savait qu'ils auraient pu provoquer des problèmes. D'ailleurs, ils en ont provoqué beaucoup, parce que quand le régime, quand il était pas encore, comment dire, fait, eh bien, le régime allait tomber à un certain moment. Bon, il n'est pas tombé à ce moment-là, il n'est pas chuté, il n'a pas chuté à ce moment-là, et donc, malheureusement, mais il savait combien les intellectuels peuvent être déstabilisés et déstabilisants au moment où ils ne sont pas contents. Et donc, en fin de compte, il essaye de façon fourbe de laisser une expression, liberté d'expression, et afin qu'il ait une main libre de gouverner de la façon dont il souhaitait. Voilà. Professeur Terraroli, je vous en prie. No, nel senso che non voglio fare l'esegeta del collega Benzi che non ne ha bisogno, ma sono d'accordo con lui quando ha detto lanciato dei sassi nello stagno. Perché sempre, quando si parla di arte e fascismo, si scatenano le discussioni inevitabilmente giustamente. Allora, è chiaro che io giustamente, finalmente ne parliamo, si cominciò con la mostra degli anni 30 sulla vita a Milano, de ces choses. On commence avec les expositions des années 30, à en parler encore avec des approches politiquement correctes. Et maintenant, on a finalement arrivé à une analyse un peu plus philologique. Mais quel est le message final? En Italie, il y avait de la liberté durant le fascisme pour les artistes. Moi, sur ceci, j'ai quelques doutes. Che è il problema di fondo
qui me dérange et que notre président c'è la tendenza a unificare sotto l'etichetta di arte totalitaria esempi totalmente diversi, perché è ovvio che l'arte italiana durante il fascismo, e parliamo di 20 anni e più di dittatura, e che fra l'altro con sfumature, chiamiamole sfumature molto diverse, perché il fascismo e Mussolini del 22 non è il Mussolini del 29 e tantomeno quello del 38, e non parliamo della Repubblica di Salò, è come se fossero persone diverse, e la realtà è cambiata completamente in Italia, non è monolitica come nel nazismo. Nel 1933 la presa del potere da parte di Hitler e c'è Goebbels dietro, c'è un progetto non politico soltanto, è un progetto culturale, quello che chiamiamolo culturale, è un progetto idealizzante ed è un'altra cosa. Quello che sta in Unione Sovietica è un altro problema che noi in Italia vivremo surrettiziamente, come dire, di riporto con il problema della figurazione da noi negli anni 50-60. Palmiro Togliatti, che era il segretario del Partito Comunista Italiano e che peraltro fra i partiti comunisti europei non sovietici era quello che cercava di applicare una visione italiana del socialismo, non del comunismo, del socialismo, e scrisse contro gli astrattisti. Ma per quale ragione? Era una ragione, come dire, fortemente ideologizzata, che aveva necessità di un'arte che fosse comprensibile al popolo. Certo che possiamo discutere se sia giusto o meno, ma quello è un problema. E poi, voglio dire, di nuovo, è quello che diceva il nostro presidente: italiani brava gente, cioè gli artisti italiani non sono degli eroi dei due mondi. Quando il fascismo ha preso il potere, tutti o quasi tutti hanno detto vabbè, Quand il y a eu le fascisme, dovevano andare alla Biennale se ci riuscivano, dovevano mangiare la mattina e la sera, dovevano vendere. Certo, ci sono stati, vi ricordo che in Italia i professori universitari, che dovrebbero essere gli intellettuali per eccellenza, non hanno giurato il fascismo, tra cui Lionello Venturi. 13, insomma, comunque voglio dire un numero, per cui Lionello Venturi che ha preso i suoi libri e partì, voglio dire 13 su 1200. 13 sur 1200, ça veut dire que l'intellectualisme n'est pas si vif comme on penserait. Ça parle c'est des chiffres qui parlent très clairement. Alors malheureusement, je n'entends pas, si on ne donne pas le microphone à la personne dans la salle, je ne peux pas entendre la question. No, ma sono anni che ne parliamo, non è adesso. Ripeto, ça fait des années qu'on en parle, il ne s'agit pas d'une nouvelle approche. No, perché mi sembra un grandissimo artista. Però bisogna dire che io ho ricevuto una minaccia di querela da parte delle figlie di Maffei quando ho detto che lui era fascista, de la part des filles de Maffei lorsque j'avais dit que lui il était fasciste et qu'il avait peint des œuvres fascistes. Il s'agit de peu d'années. Il y a peu d'années. Oui, mais Maffei était inscrit au Parti communiste, il était sénateur de la République fasciste et il accompagnait Mussolini à Rome. Donc, comment fait-on à nier? Sì, ma adesso non voglio. Completamente d'accordo con voi, assolutamente. Certo che Mussolini oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est clair que Mussolini n'était pas un bienfaisant de l'art. È certo che insomma è ovvio che Mussolini li voleva a suo favore, perché voulait simplement avoir les intellectuels de sa part. Parce que comme a dit le professeur Benzi, en Italie, combattre contre les intellectuels ou contre l'art pourrait poser des problèmes. Sono veramente poche. Les fois que j'ai entendu un discours de ce genre ont été vraiment très rares. En fait, par rapport à cette catégorie d'art totalitaire, désormais, il y a des travaux importants qui soulignent à quel point donc, cette catégorie, effectivement, c'est une catégorie qui est fausse, que ce soit aussi dans les régimes staliniens ou dans les régimes nazis, effectivement. Ces trois régimes avec les régimes fascistes, c'est la caractéristique. Donc, c'est des travaux assez récents pour les côtés Union soviétique. Je pense aux travaux de Cécile Pichon-Bolin. En tout cas, à cette idée que finalement, tous ces trois régimes étaient beaucoup plus
Donc la thèse du pluralisme esthétique que vous connaissez sans doute, professeur Benzi, par rapport à la tradition qui vient des États-Unis, Marla Stone, qui est reprise aussi par Emilio Gentile. Donc cette thèse, finalement, elle permet finalement de lire aussi les autres régimes totalitaires et d'affirmer qu'effectivement, il y a pluralisme esthétique. Or, ce que je me pose comme question, une fois qu'on a décidé qu'on a, avec un discours philologique, effectivement, on peut démontrer qu'il n'y a pas d'art d'État, il y a tout de même une idéologie. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'idéologie ? Et l'idéologie est à la fois façonnée par les artistes, façonnée par les critiques d'art, façonnée par les intellectuels, façonnée par les responsables de la politique culturelle et par Mussolini. Donc, en fait, je pense que si on pose la question non plus sur qui a participé sur quoi, mais effectivement sur le plan idéologique, donc c'est quoi les discours qu'on transmet, je pense qu'on pourrait peut-être sortir de ce débat art totalitaire en mettant vraiment sur un plan idéologique, parce que finalement, vous avez pris des exemples très parlants, Maffay et Scipione, donc en fait, avec ses contrepoints communistes. Mais moi, je pourrais aussi vous parler, par exemple, de Fausto Pirandello, qui était les peintres préférés de Telesio Interlandi. Naturellement. Vous voyez, donc c'était, maintenant on fait de Pirandello les peintres antifascistes, je ne sais pas si dans la salle non vous voyez. Non è mai stato antifascista, come non era antifascista neanche il padre. Voilà, donc et effectivement Telesio Interlandi, donc pour ceux qui ne connaissent pas... non stava a Parigi torna nel treno, da Parigi torna nel treno. Ils font de la revue Pirandello n'avait jamais été antifasciste alors qu'il venait définir antifasciste, ni lui ni son père ne l'étaient réellement. Je me demande, ces œuvres-là, donc oui, bien sûr, il n'y a pas eu d'art d'État, oui, d'accord, mais ces œuvres-là, donc si on les relie avec une tradition de l'histoire sociale de l'art, en passant par Belting, tous ces travaux qui ont posé la question sur l'importance du regard posé sur l'œuvre d'art à une époque donnée, avec ces discours de la réception critique, finalement, on peut redonner à ces œuvres une valeur qu'on a perdue parce qu'on n'a plus les bagages visuels. Ha perfettamente ragione. Il problema oui, vous avez tout à fait raison. Le problème doit être renversé. Ormai, désormais, on s'interroge sur la façon dont singulièrement chaque artiste a participé et de quelle façon del fascismo. Aux appels du fascisme. Et les posizioni sono singole. Et les positions sont singulières, c'est-à-dire qu'elles sont individuelles. Et c'est ça la chose étonnante en Italie par rapport à d'autres situations de régime. Comme je vous démontrais avant, c'est que la peinture non il quadro di Maffay. Non, je voulais pas dire, je ne parle pas de Maffay. Era proprio lei che mostrava un quadro, mostrando la democrazia dell'impressionismo. C'était vous qui faisiez voir un cadre de l'impressionnisme. De Pissarro, voilà. De Pissarro. Ecco, e lì bisogna andare a cercare. Au contraire, donc là, il faut rechercher paradoxalement la façon dont chaque artiste a répondu personnellement aux appels du fascisme. Et donc nous verrons comment chacun a eu des réactions très différentes de l'un à l'autre, même complètement opposées, comme par exemple celle de Carlo Levi, qui a été un personnage symbolique du mouvement antifasciste, par rapport, par contre, à ceux qui ont adhéré au fascisme jusqu'au 1938. Je ne vous parle même pas de 1925 ou 26 ou 27. Je vous parle de 1938. Ça veut dire vraiment l'accepter jusqu'au fond, comme Maffay, justement. Et puis, après la Deuxième Guerre, ces mêmes artistes qui ont accepté le fascisme jusqu'en 1938 ont été tout à coup déclarés antifascistes. Alors, pour comprendre ce qui vraiment s'est passé dans l'art italien, il faut tout d'abord rétablir les points de vérité. Et puis ensuite, finalement, on peut recommencer à parler de la valeur des artistes singuliers, enfin individuels, parce que très souvent, ces artistes ont eu une espèce de... sont dotés d'une virginité qu'ils n'avaient pas... pour être considérés du point de vue au niveau de l'art, de l'histoire de l'art italien. Donc ça, c'est une opération très importante qu'il faudra faire forcément, qui est très importante du point de vue du contenu, mais aussi
parce que le contenu d'une œuvre a toujours à voir avec le contexte politique. Donc, comme pour le cas de Corbusier dont j'ai parlé avant, Nel 1942 Le Corbusier diceva che finalmente la Germania disait que l'Allemagne, en fait, stava dando un ordine all'Europa. Donnait un ordre à l'Europe en 1942, ceci. Mi pare che sia inequivocabile. Je Questo crois non toglie niente alla grandiosa genialità di Le Corbusier. Purtroppo clair. Bisogna accettarlo comme position. Così. Il faut l'accepter. Non, ma non con soddisfazione, semplicemente ça ne peut pas dire qu'il faut le refuser un atto di désormais, contrizione. mais il faut accepter la vérité. D'autres questions, je vous en prie. Je voulais ramener des questions peut-être plus artistiques, plastiques et techniques dans le débat, même si les questions historiques sont évidemment particulièrement importantes, mais après tout, faisons un peu les deux. Oui. C'est une remarque une petite discussion que j'ai eue tout à l'heure avec Paul Houerine-Mie, mais que je souhaitais ouvrir. Dans l'exposition Wild, moi je suis frappé par la grande précision des plâtres que l'on voit, la grande précision de détail. Ce sont des modèles qui sont excessivement poussés. Certains portent même des traces de mise au point, à la machine à mettre au point. Or, c'est exactement l'inverse de ce que Wild préconise, et ça doit nous mettre en garde, je pense, face aux affirmations trop péremptoires que les artistes comme les politiques peuvent avoir sur les questions de principe. Dans la réalité des pratiques, les choses sont plus subtiles, plus nuancées, et après tout, Wild, visiblement, ne s'interdit pas, voire peut-être sa pratique est-elle très majoritairement celle d'un sculpteur qui travaille par mise au point, qui travaille avec une définition extrêmement poussée du modèle, alors que ce qu'il préconise dans l'Arte del Marmo, c'est précisément de ne pas pousser trop loin, de se contenter d'une poupée, d'un pantin de plâtre, et surtout pas plus. La première étape de la traduction en marbre peut être faite par un metteur au point, à qui on doit absolument interdire d'aller plus loin, de s'approcher trop de la forme, et c'est le sculpteur qui doit se réserver le travail. Mais visiblement, la réalité est un peu différente, et Wild travaille d'une manière qui n'est pas si éloignée de celle que les artistes de la deuxième moitié du 19e avaient. Et puis, dernière remarque, quand on voit par exemple le Sant'Ambrogio en bronze, les formes, les lignes, les détails sont tout à fait similaires à ceux qu'on voit dans la plupart des œuvres en marbre, ce qui signifie bien que la conception de l'œuvre n'est pas si différente dans le bronze et dans le marbre, et qu'il s'oppose en cela très largement aux sculpteurs de la taille directe et aux sculpteurs de la fidélité aux matériaux, finalement. Bien, c'est donc une question pour Paul Louis sur les coquetteries du discours de l'artiste qui en contradiction avec ses pratiques. Oui, mais c'est ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a évidemment plusieurs manières d'essayer de comprendre ce hiatus entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et la première chose, en effet, c'est de le noter, ce hiatus, et de le voir, et à mon avis, de ne pas le combler trop vite, c'est-à-dire de remarquer cette façon de théoriser et cette façon de sculpter qui ne vont pas ensemble. Et peut-être qu'on a en effet beaucoup trop souvent tendance à expliquer l'un par l'autre et l'autre par l'un à propos des artistes en général. Il me semble que dans le cas de Wild, on arrive quand même à une... Le mot est peut-être du mauvais registre, mais à une sorte de schizophrénie quand même. C'est-à-dire que il est quand même vraiment une des personnes qui réellement ne coïncide pas avec lui-même et qui théorise d'une manière et pratique d'une autre. Et moi, j'ai même le sentiment, mais c'est totalement intuitif, qu'il y a une part de sa difficulté qui est dans cette non-coïncidence avec lui-même, qui correspond peut-être aussi, malgré tout, à sa situation historique et au fait que c'est un homme qui est terriblement virtuose dans le marbre, alors que lui-même critique très fortement la virtuosité dans le marbre, au point que je me demandais, en lisant le passage où il parle de ce sculpteur virtuose du marbre qui est devenu fou, etc., je me disais que là c'était quasiment un autoportrait indirect en fait qu'il faisait, et je crois qu'il en a parfaitement conscience, et ça donne aussi du relief à sa personnalité, ce qui évidemment est important pour un sculpteur. Mais le fait qu'il soit comme ça, il y a cette façon de jouer de manière extrêmement complexe qui du coup est extrêmement riche. Mais je trouve que ça le rend
particulièrement attachant. Et le fait, par exemple, d'avoir montré un peu de Brancusi que tout le monde connaissait, évidemment avait pour but de réveiller les effets de différence. D'autre part, on a quand même en France des sculpteurs beaucoup moins intéressants que Wilt parfois, qui ont eux-mêmes ce type de contradiction interne, qui ne va peut-être pas chez eux jusqu'à la schizophrénie et qui va peut-être pas chez eux jusqu'à les rendre aussi intéressants. Donc il y a cette force de Wilt, j'allais dire une sorte de force, de force malgré tout, de force à travers lui. Mais c'est vraiment un cas de sculpteur tout à fait extraordinaire. Il se fait qu'au cœur de il me semble vraiment au cœur de sa compréhension, il n'a pas du tout, comme un certain nombre de héros de la taille directe, cette reconnaissance que dans la matière, il y a de la pensée. Il me semble que lui, il reste dans un schéma relativement traditionnel dans lequel la pensée, elle est dans l'esprit de l'artiste et elle se transmet à la pierre par l'intermédiaire de la main. Et donc là, il y a une différence. Alors, sa tendresse pour Bambaia et pour le tombeau de Gaston de Foix, ce qu'il en dit, où il critique à la fois la virtuosité décorative, mais on sent qu'il adore ça. Oui. Mais vous aurez noté évidemment que plus un artiste est schizophrène, et plus il est intéressant. Hein. Bien. Alors, la toute dernière question. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est juste un... C'est une conclusion. Non, parfait, je vous remercie infiniment de faire la conclusion parce que j'en suis incapable. Pas du tout. C'est juste un remerciement pour Irène de Guthrie et Maria Paola Maino parce que leur communication était vraiment passionnante. Vous étiez vraiment très généreuse à nous d'abord, cette Rome socialiste, donc avec ses présences de Balla et Boccioni, donc vraiment c'est un argument, je trouve, qui reste tout à fait à défricher et qui est vraiment intéressant. Et aussi le discours sur les matériaux aussi, donc moi j'étais vraiment très fascinée par la découverte de... j'ai tout dit la peinture, mais donc du coup c'est vrai que ça apporte des éléments de réflexion qui sont tout à fait passionnants. Voilà, juste merci. Oui, je me joindrai à vos remerciements pour nos deux amis et sur leurs travaux qui nous ont fait tellement découvrir aussi justement des aspects de l'art, des artistes pas très, très, très connus. Et je remercierai bien évidemment aussi tous mes autres collègues et le Musée d'Orsay d'avoir organisé cette journée d'études sur un sujet qui reste encore bien délicat avec quelques points et avec une dimension quand même de nouveau pionnière. Hein, il faut remercier le Musée d'Orsay là-dessus. On a déjà eu quelques saisons italiennes, quelques expos d'art italien. C'est suffisamment rare pour qu'on le signale et qu'on espère encore des suites.